En 2024, il faut pas forcément des compétences super factuelles d'exécutant. Tu peux faire dire tout et n'importe quoi au montage. Nous, ce qu'on fait maintenant, là, le monteur pourrait très bien extraire des bouts de phrases et nous faire dire ce qu'on n'a absolument pas dit. Côtoyer 5 personnes qui sont entrepreneurs, ça te rend meilleur en tant qu'entrepreneur. Par contre, ça a cet effet pervers aussi de déconnexion avec le reste du monde. TikTok est en train de bousiller la tête de beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. J'ai toujours été vachement plus intéressé par les personnes qui vont nous parler de leurs échecs que de leurs réussites. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Très bien, je suis content de te retrouver dans notre studio de podcast. Ça devient un peu une habitude, hein. Ça y est, on a cette petite récurrence où on tourne. Voilà, ça fait 2 semaines de suite. Est-ce qu'on peut parler de récurrence au bout de 2 semaines? Je ne sais pas. Je sais pas, mais on voit que ça commence à prendre forme en tout cas. Et ça, c'est très 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 cool, parce que du coup, ça veut dire qu'on va avoir pas mal d'épisodes à sortir. Ouais. Puis accessoirement, beaucoup on a de sujets beaucoup à de développer. sujets à développer. Beaucoup d'invités, comme on l'avait dit la dernière fois. Ouais. On va attendre d'avoir un peu plus d'équipement encore pour recevoir des invités proprement, puisqu'il nous manque 2-3 trucs, 2-3 bricoles qu'on n'a jamais le temps d'acheter. Mais oui, de plus en plus d'invités au fil du temps. Tu remarqueras, je t'ai laissé une petite tasse, tout ce qu'il y a de plus viril. Hein. C'était volontaire. Hein. L'idée, c'est que tu puisses boire ton café pendant le podcast dans quelque chose de mignon. Ouais, c'est une petite touche de douceur. Délicate attention, merci. J'ai du mal à m'empêcher de faire de la SMR, parce que maintenant qu'on a les casques et qu'il y a le retour, tu vois, je m'entends. T'as envie de t'approcher du micro. Alors, vous nous direz dans les commentaires si jamais vous aimez ce retour et s'il faut que je m'éloigne ou plutôt que je reste comme ça. J'ai vraiment l'impression que d'un coup, tout ce que tu peux dire est pertinent. Je suis pertinent et je vais vous parler d'e-commerce aujourd'hui. Ta voix est très chaude, hein, je trouve. Non, mais la tienne aussi, mais quand on se rapproche du micro, il y a un truc... Bon. Il y a un truc érotique, tu veux dire. C'est pas du tout... c'est bon, on a déjà le premier mot-clé pour notre titre de podcast, érotique. Non, bon, plus sérieusement, on va essayer de commencer par une petite question et je veux aller directement dans le feu de l'action pour faire en sorte que les gens restent. Hein, c'est watch time, moi, que je vise à chaque fois. Hein, vous aurez compris. Romain, je voudrais savoir, non pas ton chiffre d'affaires sur 2023, parce que ça, tu vas me le dire quand même, mais je veux savoir ton chiffre d'affaires sur 2023, mais je veux surtout savoir ton bénéfice. C'est ça que les gens veulent savoir. Combien est-ce que Romain Desailly se met dans les poches ? Alors, tu parles de Romain Desailly ou tu parles d'Incubox? Attention. Hein, mais je parle de tout, tu peux tout nous dire. Je ne suis pas tout seul. Non, mais on est content de l'année qu'on a pu faire. 2023, j'entends, évidemment, selon quand vous regardez cette vidéo. On est content de cette année. On a fait un chiffre qui est un peu supérieur à 3,5 millions de chiffre d'affaires. Attention, les gens qui vont dire « Ouais, mais c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. » Évidemment, c'est pas du bénéfice, d'autant que nous sommes fournisseurs, donc nous achetons du matériel que nous revendons ensuite en fait, à nos clients, donc en prenant bien sûr une marge au passage. En termes de bénéfices, oui, on est un peu plus d'1 million de bénéfices. C'est quand même un gros bénéfice du coup sur le chiffre d'affaires. Brut. J'entends bénéfice brut, bien sûr, puisqu'il faut retirer les salaires de toute l'équipe, il faut retirer les frais divers et variés, les voyages, tu sais que j'en fais souvent, etc. Mais oui, on est déjà sur un bénéfice qui est confortable, on va dire, pour 2023. On espère l'année prochaine, donc j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, se restructurer. Donc c'est pas vraiment l'objectif en fait de faire grossir ce chiffre d'affaires. Enfin, il y a une idée quand même de faire 20% de chiffre d'affaires en plus, grosso modo. Mais l'idée c'est vraiment de se restructurer, de mettre au carré, d'augmenter encore l'équipe pour scaler aussi notre business. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher. Bien sûr. Déjà là, notre entrepôt en Chine, on est passé sur un entrepôt qui est 2 fois plus grand, qui fait un peu plus de 1600 mètres carrés, donc grosso modo, c'est des loyers également d'entrepôts qui sont... Alors, certes, on est en Chine, mais des loyers qui sont même bien plus importants, plus d'équipes de packaging. On a recruté aussi 2 personnes supplémentaires au niveau de la qualité. Et au niveau du sourcing, on va devoir prendre plus de personnes, au niveau du SAV, etc. Donc pendant l'année, on a déjà une prévision, je dirais, de recrutement. Sur la partie francophone, on va dire en Thaïlande ou en France, enfin, plutôt en Thaïlande, ce sera au moins 2 personnes supplémentaires sur la partie commerciale, principalement. Et sur la partie chinoise, il y aura au moins une dizaine de personnes supplémentaires à la fin de l'année 2024. Ouais. Donc c'est forcément des frais. Donc on sera grosso modo, je pense, sur un bénéfice relativement équivalent en 2024 que 2023.
D'accord. Ce qui est prévu, c'est pas un souci pour nous. Avec de la croissance du coup, parce que l'équipe grandit, parce que le business grandit lui de son côté. Exactement. Je suis déjà en train de travailler sur le prévisionnel de 2025 du coup, avec, tu le sais, on en parle d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi à travers ces vidéos, même si c'est pas forcément le but premier, mais il y aura aussi de l'acquisition qui va être faite. Donc pour recruter, pour faire venir, on va dire, de plus en plus de clients et que ces personnes comprennent bien en fait l'intérêt de passer par un agent francophone implanté en Asie, puisque c'est vrai qu'on est on n'est pas tout à fait les seuls, mais je pense qu'on est devenu un peu le bureau de référence sur cette question et les avantages que ça comporte par rapport à un agent en Chine. Donc je ne veux pas faire de la réclame, hein, c'est pas la question, mais simplement on va mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir prendre beaucoup plus de clients sans baisser le niveau de qualité de service. Voilà. Ouais, bien sûr. Bon, de beaucoup d'enjeux. Donc on a le bénéfice de Incubox. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre dans le titre. 1 million de bénéfices. 1 million de marge. Ouais, 1 million de marge. 1 million de marge brute, c'est pas mal du tout. Bon, nous on n'en est pas encore à de tels niveaux. Nous, c'est 1,5 million le chiffre d'affaires sur 2023. Enfin, chiffre d'affaires e-commerce. E-commerce, précisément, parce qu'effectivement, il y a aussi le service sur le côté. Bien sûr. Et ça va s'amplifier également sur les accompagnements qu'on va faire ensemble. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, nous, on a, donc, pour répondre aussi à la question, on a 1,5 million de chiffre d'affaires donc en e-com, avec un bénéfice qui doit être entre 300 et 400, a priori. Pareil, avant paye. Donc, après, une fois qu'on paye tout le monde, finalement, sur un an, voilà, il ne reste plus non plus grand-chose. Après, il y a le côté service, effectivement, où là, les marges sont très bonnes. Là, c'est notre temps, tout simplement, directement contre de l'argent. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de coût produit. Le coût produit, c'est nous. Il y a un petit coût publicitaire à considérer, notamment, là, c'est un bon exemple. On achète du matériel, etc., pour créer du contenu. On crée ce contenu nous apporte de la notoriété. Cette notoriété nous apporte forcément plus de clients pour du service divers et variés. On a un petit peu de tout, création de site web, media buying, des missions de graphiste également, tout ce qui va être flyer, carte de visite, web design. Et maintenant, en ce moment, le motion design qui commence à devenir un sujet également. Donc ça, je n'ai pas les chiffres en tête. Par contre, sur ce qu'on a fait en termes de profit sur l'agence en 2023, on est au-dessus de 100K, ça c'est sûr, mais pas beaucoup plus non plus. On n'a pas mis la priorité sur le service de notre côté. Non. Et surtout, on s'est... je ne vais pas dire qu'on était mal structuré, c'est pas vrai, mais on a pris peut-être trop d'accompagnement de manière assez groupée à un moment. Ouais. Parce que c'est difficile de refuser en fait aussi à des personnes, de leur dire écoutez, oui, on pourra commencer dans 2 mois, dans 3 mois, parce que, etc. Il y a des gens qui veulent commencer tout de suite, qui sont pressés, qui sont motivés. Et on l'a vu par exemple avec une cliente qui était très intéressée au mois d'octobre passé. Ouais, tout à fait. Tiens, j'ai eu plusieurs fois au téléphone, Quentin également, était super chaude. Et quand on lui a dit désolé, mais là on arrive en Q4 par rapport aux accompagnements qu'on a déjà en cours, et le Q4 sur la partie e-commerce qui va être intense de votre côté sur la partie vraiment gestion d'e-com et sur nous sur la partie fournisseur. Ouais. Donc on repousse ça en janvier. Résultat, elle n'a pas pu attendre, quoi. Ouais, elle a essayé toute seule. Ouais, elle a essayé toute seule, elle a acheté des formations, elle a fait ça dans son coin. Alors honnêtement, je ne suis pas persuadé des résultats qu'elle aura toute seule, mais bon, après, pourquoi pas. Mais en tout cas, maintenant, voilà, elle a dépensé beaucoup. Elle a expérimenté tout ça, elle a dépensé beaucoup. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle n'a plus la trésor qu'elle avait à l'époque pour pouvoir se payer un accompagnement complet, les produits, etc. Forcément. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai que je me rappelle très bien de cette période un petit peu de rush où ça allait dans tous les sens. Oui, comme tu dis, c'était pas trop un souci de structure, c'est plutôt un souci de décision qui a été prise où on s'est dit bon, oui, on signe, on y va, on peut prendre du monde en plus. Et c'est vrai que en fait, il s'est avéré que l'équipe a quand même été bien surchargée. Et vu qu'on veut pas perdre en qualité, c'est juste plutôt la santé mentale qui elle a perdu. Ouais, vous avez fait beaucoup d'heures. Hein, c'était galère. Aussi, surtout qu'on a quand même eu cette tendance, alors maintenant on recadre un peu les choses, mais à donner beaucoup, plus que ce qu'on facturait. Étant donné que, effectivement, les services niveau e-com, ils ont beaucoup évolué. Ça fait un moment qu'on fait du service, mais ça évolue un peu tous les ans parce que les besoins sont plus les mêmes. Ne serait-ce que là, je fais une anecdote, mais avec les IA, on a des services qui ont été totalement chamboulés. Des services qui étaient, je vais penser par exemple à la rédaction. La rédaction de contenu, il y a 2 ans, nous on en vendait de la rédaction de contenu. Des blogs, etc., des articles optimisés pour le SEO, on en vendait beaucoup.
Aujourd'hui, on en vend beaucoup moins parce que les gens utilisent quand même beaucoup des IA, etc., pour faire leur rédaction. C'est pas forcément le même niveau de qualité, c'est pas non plus forcément très au point pour du SEO, par exemple. Malgré tout, je comprends que les gens se tournent de plus en plus vers ça. C'est une solution plus économique, quoi. Et puis nous-mêmes, de notre côté, on utilise des IA pour tout un tas de choses et donc on constate effectivement qu'il y a des services qu'on n'est plus trop qui ont plus de sens, en fait. Ça ne sert plus à grand-chose de les proposer parce que ce serait dire, bon, bah oui, on peut vous faire ça. Mais au final, si même nous, derrière, c'est pour utiliser une IA ou tout simplement juste perdre du temps parce que ça pourrait être fait bien plus vite, bon, bah, c'est des services qui vont évoluer. Donc bref, tout ça pour dire que ça a quand même pas mal évolué ce qu'on propose. Et il y avait ces enjeux de réussir à se mettre à jour continuellement pour rester du coup cohérent par rapport aux besoins des e-commerçants. Et donc, cette veille-là, par exemple, moi, je sais qu'on en avait pas mal parlé avec l'équipe, avec tous les accompagnements en même temps, dans un moment où il y a des nouvelles technos qui arrivent. Quand on a fini la période de rush, on a même fait le constat, on fait putain, on est en retard. On est un peu en retard sur... on n'a pas fait suffisamment de veille sur les nouveaux outils, sur à quel point est-ce qu'ils pouvaient nous changer la vie, à quel point ils peuvent nous faire gagner du temps. Et ça, c'était un vrai sujet de se dire putain... C'est arrivé très vite aussi. C'est arrivé très vite. Il y a énormément d'outils, il en sort tous les jours. Moi, j'ai un avis un petit peu là-dessus quand même qui est un peu différent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une folie autour de l'IA. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mode qui passera, attention. Je sais que je suis plus âgé. Attention. Que certaines personnes qui me regardent, ils vont se dire mais c'est quoi ce boomer qui ne comprend pas. Il n'y croit pas. Ça n'existe pas. C'est un scam, les IA. Non, pas du tout. Effectivement, ça va bouleverser, je pense, autant l'économie en général et l'activité en général, les métiers, qu'Internet. Clairement. Je pense que ça, c'est évident. Maintenant, justement, je pense que l'humain va gagner en valeur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu tous foufous. Il y a des outils qui nous permettent de faire gagner un temps fou, de pouvoir rédiger. Par exemple, tu parlais des SEO, de faire des articles de blog à la chaîne, etc. Mais justement, cette valeur, même si l'IA progresse et progressera encore jusqu'à arriver sans doute à un point un point émergent où on ne fera plus la différence, en fait. Mais d'ici là, il va se passer encore beaucoup de temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si tu lis un livre de, je sais pas, Sylvain Tesson, par exemple, tu reconnais le style de Sylvain Tesson, tu vas reconnaître le style d'un auteur classique parmi d'autres. C'est quand même qu'il y a une identité, il y a une touche, il y a quelque chose. Et je pense que justement, cette valeur humaine qui sera appliquée au business aura beaucoup de valeur, mais pas tout de suite, plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est immergé là, enfin inondé plutôt par des outils IA qui font gagner un temps fou. Mais comme tu l'as dit, la qualité est finalement bonne sans être excellente. C'est juste bon. Je pense aussi que par exemple, notamment pour le référencement, Google principalement va forcément finir par mettre au point aussi des outils qui vont reconnaître de manière identifiée. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais qui va permettre d'identifier à coup sûr en fait les traitements par IA. Et justement, Metra va valoriser en fait, il a toujours fait ça en fait, va valoriser effectivement l'humain, le temps passé, la qualité du travail, etc. Donc je pense quand même qu'à terme, l'IA sera un outil parmi d'autres en fait, mais là, je me demande si ça va pas quand même changer un petit peu le regard des gens sur ce qu'ils consomment. Tu vois, on voit déjà quand même une manière de consommer qui évolue tout le temps. Chaque génération consomme différemment. Là, ça va de plus en plus vite. Donc, on a par exemple ma génération, et la tienne aussi, mais un peu moins, qui consomme du contenu court à fond. On n'a pas de recul non plus pour savoir sur dans quelle mesure est-ce que ça impacte ou pas le cerveau, la dopamine, tout ça. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, on consomme le contenu d'une manière un peu différente. Et typiquement, tu parlais effectivement du fait qu'on va toujours valoriser les trucs faits à la main. Tu vois, un auteur, on va valoriser ce qu'il arrive à évoquer, ce qu'il arrive à retranscrire. Bah, ça, c'est le cas pour une génération qui a grandi avec ça. Moi, je me pose la question de quand tu grandis avec, du coup, dans un univers où la création de contenu peut être automatisée et des choses très belles aussi peuvent naître d'une IA, surtout si on prend dans 5-10 ans, ça va s'améliorer quand même. Ben, peut-être que le regard de cette nouvelle génération sur du fait main d'un auteur qui écrit lui-même, peut-être que ce sera plus le même. Il dira oui, bon. Parce que c'est une question de regard, de la manière dont on regarde la chose. Nous, quand on connaît les deux, on a forcément envie de valoriser, et moi aussi, j'ai envie de valoriser ce qui a été fait par un humain. Mais si je nais dans un monde où le contenu est créé par des IA et que ça se démocratise et que ça devient une norme, peut-être que j'en aurais plus rien à faire finalement de ce truc fait main.
Ouais, peut-être, mais je pense malgré tout que... Alors, c'est une question qui est assez difficile à trancher, là maintenant, puisqu'on n'a pas assez de recul. Bien Évidemment, c'est des outils qui viennent d'arriver. Ça fait quoi, 1 an et demi ou 2 ans qu'on entendait parler de ChatGPT la première fois, et aujourd'hui, ChatGPT, c'est une goutte d'eau dans un océan d'outils IA divers et variés qui évoluent tous les jours. Mais cependant, tu parlais des vidéos short, par exemple. Moi, je n'arrive pas à m'intéresser. Alors, c'est peut-être parce que justement, j'ai cet âge-là, j'ai connu autre chose, mais j'arrive pas à m'intéresser en fait aux vidéos qui sont produites par de l'IA. Même si j'ai vu dernièrement des vidéos. Enfin, je sais pas si tu as vu ce spationaute là qui atterrit dans un désert. Enfin, c'est assez dingue. Le rendu est assez dingue. C'est vrai. Mais je sais pas. Je préfère toujours voir quelqu'un en face cam qui va m'expliquer quelque chose, une expérience personnel, quelque chose vraiment d'unique, tu vois. Ça va toujours m'intéresser beaucoup plus, en fait, que des productions, même aussi léchées soient-elles, aussi belles soient-elles, aussi bizarres soient-elles aussi, parce que parfois l'IA fait aussi des choses qui sont étranges, et étranges dans le bon sens du terme. Mais ça rabâche toujours. Ça, pour moi, c'est qu'il prend de l'information, et voilà, il va la rabâcher, il va la transformer, mais c'est toujours il y a pas de... Ça sera toujours la même information, en fait, présentée d'une manière différente. Alors que si j'entends, par exemple, quelqu'un qui va nous parler de son séjour dans l'Himalaya, tu vois, ça va me passionner parce que bon, j'aime bien la montagne, par exemple, tu vois, bon, j'aime bien la mer, enfin, ce genre d'activité. Quelqu'un qui va te dire, ouais, voilà, j'ai eu une aventure incroyable, j'ai croisé le Yéti, on a vu des traces de Yéti, on a pas, enfin, j'en sais rien, il y a des choses qui peuvent vraies, pas vraies, imaginaires ou pas. Je pense qu'en fait, voilà, c'est ça, en fait, le point clé. C'est l'imaginaire, en fait, que ce que suscite l'IA, en fait, n'est pas du tout le même que celui que va susciter un être humain. Ça vient justement, donc l'humain, il y a plus une connexion avec l'humain, mais l'IA, tout du moins quand elle aura encore un peu avancé, elle aura la précision. Là, typiquement, on parle d'un humain qui te parle d'un voyage, mettons, comme tu dis, dans l'Himalaya. Et ben, son ressenti, il lui est propre, il est personnel, il est donc c'est ce qui fait qu'on peut accrocher à ça, si on est sensible à ça. À côté, si on commence à être sûr des informations que va chercher l'IA, une vidéo qui te parle de l'Himalaya réalisée par une IA, tu es sûr des informations qui sont données. On te dit, il fait telle température. Dans cette saison-là, globalement, d'après les avis, c'est moins la saison pour y aller. On voit que, je sais pas, sur des notes un peu récoltées, il y a 4 étoiles sur 5 pour les gens qui y vont en mars, mais il y a 5 étoiles sur 5 pour les gens qui y vont en juillet. Et oui, effectivement, en moyenne, il pleut plus en juillet. Et non, c'est pas vrai. Globalement, les gens mangent pas bien là-bas. Tu vois, des détails un petit peu comme ça, qui sont en fait de la data. Et c'est vrai que du coup, selon ce qu'on cherche, et donc si jamais les habitudes à ce niveau-là, elles évoluent, moi, je te rejoins, je veux l'expérience d'un humain, quelqu'un qui me dit j'y suis allé, j'ai ressenti ça, etc. Pour autant, ça reste super subjectif. Alors que techniquement, si jamais on commence à se dire, si les nouvelles générations sont ne cherchent moins ça, mais cherchent plutôt de la précision dans le contenu qu'elles consomment, eh ben, ça pourrait être... ouais, non, c'est un humain qui parle, on s'en fout de ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas sûr. Un humain, c'est pas fiable. Alors qu'un robot, s'il est bien paramétré, s'il est relié à Internet, aux informations, etc., en théorie, on pourrait avoir cette croyance de dire tout ce qu'il dit est fiable. Moi, j'ai toujours été vachement plus intéressé par les personnes qui vont nous parler de leurs échecs que de leurs réussites. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les échecs amoureux, tu vois, ça peut être des échecs tout court dans la vie. Les échecs, on en connaît tous, on grandit avec les échecs, on évolue avec les échecs parce qu'on s'appuie en fait sur une expérience, justement, des fails comme ça. Et justement, une IA qui est précise, une IA est un ordinateur, est un robot, il ne se trompe pas. Ouais. Il accumule de l'information, il va te la restituer de manière exacte. Alors il peut enjoliver, c'est vrai que l'IA aura maintenant suffisamment la poésie. Voilà, il pourra introduire peut-être de la poésie, tout ça, avec un certain talent. Je ne sais même pas si on veut parler de talent, parce que pour moi, c'est un mot... Super programmation, les codeurs sont talentueux. Exactement. Mais cependant, il ne nous parlera pas d'échecs, par exemple. Tu vois, il y a quand même des contenus sur lesquels, même l'expérience, là, tu me parles on parlait d'Himalaya, tu me parles de la température qu'il fait là-bas, on ne mange pas si mal là-bas, on ne mange pas si bien, le taux d'oxygène, attention, si vous prenez tel sentier, arrive à tel niveau, il faut passer sur des bouteilles d'oxygène, je te dis vraiment, je te dis n'importe quoi, mais... Ça, pour moi, c'est un guide touristique. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un mec a gravi il a voulu gravir l'Everest, par exemple,
et il n'a pas réussi à aller au sommet. Il a perdu 4 doigts de pied gelés. Il a perdu son confrère, etc. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, des expériences de vie que l'IA ne peut pas connaître. Ouais. Et c'est ça que je pense que l'humain va toujours chercher à trouver. Maintenant, déjà, le format short tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour revenir simplement sur les vidéos, je pense que ça va se généraliser, en fait, parce que les gens vont toujours à la simplicité. Le cerveau humain va toujours à la simplicité, à l'efficacité. Donc, on n'a pas envie de réfléchir, on scrolle, on regarde des choses. Donc, je pense que ça va rester, mais en même temps, on voit aussi sur YouTube, il y a eu cette période short qui est toujours là, mais au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui refont des formats longs, qui durent 2 heures, 3 heures de format long, et qui fonctionnent très bien. C'est vrai. Parce que justement, on commence... Je ne pense pas que les shorts vont remplacer en fait les formats longs. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer, par exemple, le goût de la lecture chez certains. De moins en moins de jeunes aujourd'hui lisent, mais ça fonctionne encore très bien. La lecture fonctionne encore très très bien. Les auteurs, il n'y en a jamais eu autant. Ouais. Donc, je pense que c'est simplement, il faut l'envisager comme un outil qui va simplifier la vie, mais qui ne va pas remplacer, en fait, justement, l'intelligence humaine. On parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, c'est avant tout le talent de manier l'imaginaire, de raconter des histoires, de se baser même sur de l'abstrait, en fait. C'est pas évident pour une intelligence artificielle de se baser sur de l'abstrait. Oui, tout à fait. On verra comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir ça. Et en même temps, ça m'inquiète un peu. Je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de gens, c'est-à-dire de se dire, il y a énormément de gens aussi dans les métiers qui tournent autour des nôtres, des gens qui font du business en ligne, des gens qui font du contenu en ligne, qui s'inquiètent aujourd'hui. On se dit, c'est génial, on a des outils qui nous permettent de gagner du temps. Mais on sait que ces outils menacent directement aussi nos métiers. Et ça, c'est plus dur. Ouais, tout à fait. Bah après, c'est... Pour faire une conclusion sur le sujet. On va pas passer trop tard là-dessus. C'est vrai que moi, je m'inquiète pas trop sur le fait que ça remplace certains métiers. Je me dis par contre qu'il faut communiquer sur le fait que en fait, les gens doivent maintenant, je pense, comprendre qu'il faut avoir une grande dextérité en fait, dans son métier. C'est-à-dire qu'effectivement, mettons tu es graphiste et des IA créent des images et des logos, etc. Donc on pourrait se dire on n'a plus besoin de moi. Mais non, il faut juste bien comprendre que ton métier est en train d'évoluer. Et en fait, soit tu râles dessus et tu essaies de te battre contre un truc qui est très fort, qui est une tendance, et les entreprises vont se tourner vers ce qui est le moins cher, etc. Donc, de manière générale, soit tu râles, et du coup, fin de ton métier, et toi, fin de ta carrière, soit tu t'adaptes, et beaucoup le font, ils deviennent du coup pilotes de ces IA-là, et ils les utilisent vraiment comme des outils. Donc, ça resterait on a toujours besoin d'un consultant, finalement. Donc, j'ai besoin d'un graphiste, je passe par un graphiste de métier, qui du coup utilise des outils IA. Et je suis OK avec ça, parce que de fait, sa prestation, qui coûtait initialement 600 €, il me l'a fait à 300, mais il est transparent. Il dit, de toute façon, j'ai des outils IA pour m'aider, mais c'est moi le pilote, c'est moi l'artiste. Je comprends vos besoins et je vais vous livrer quelque chose en rapport avec vos besoins. Mais voilà, il s'est mis à jour. Non, mais là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, au sens où, effectivement, l'IA, c'est magique. Maintenant, encore faut-il savoir s'en servir. Ouais. Encore faut-il savoir programmer l'IA, la piloter. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire, tu vois. Donc, c'est vrai que, par exemple, moi, j'aurais tendance à dire, si j'ai besoin d'avoir du contenu, par exemple, type blog, je reviens sur mon blog de tout à l'heure, pour faire du référencement à la chaîne, est-ce que je saurais... il faudrait que je me forme, il faudrait passer du temps, etc. Comment faire pour avoir un prompt efficace, comment avoir une structure en fait, d'articles efficace, comment faire pour que effectivement, l'IA ne fasse pas trop de duplicate content, pour ne pas le pénaliser, est-ce que ce sera vraiment optimisé SEO, etc. Je pense que quelqu'un qui a cette spécificité, qui sait piloter une IA pour cette tâche précise, je serais content de payer ce service. Donc, quelque part, bien sûr, c'est toujours un service. En fait, voilà, je vais toujours chercher à déléguer ce service. Simplement, je vais le déléguer différemment. Ouais. Tu vois ? Non, c'est exactement ça. Donc, en fait, je pense que c'est plutôt ça. Moi, si j'ai un message à faire passer, c'est j'invite les gens à suivre le mouvement de l'IA et de s'adapter, d'adapter leur métier. Quand on a bossé plusieurs années dans un domaine, même si un outil vient le faciliter la création, ou vous avez une expertise qui est concrète, un regard, vous savez aussi de quoi ont besoin vos clients, etc. Donc c'est plutôt, il faut l'utiliser correctement et ne pas juste se mettre en PLS et dire non, c'est la fin de mon métier, c'est la fin du monde.
Malheureusement, parce que je vois des gens qui militent, etc., qui essaient de se bagarrer pour une techno, quand elle arrive comme ça, malheureusement, elle va s'imposer. Elle va s'imposer, surtout quand elle simplifie la vie de certaines personnes. Après, il y a plein d'autres sujets autour de tout ça, la dépense énergétique, etc., d'autres sujets, d'autres enjeux qui pourraient peut-être faire que cette technologie-là, finalement, ne s'adopte pas. Pour autant, à l'échelle d'un humain, ouais, voilà. J'ai quand même des doutes. À l'échelle d'un humain, je pense que le mieux à faire, c'est de se dire, ok, c'est là et je peux rien y faire. Donc, comment je fais pour rebondir sur ça? Quitte à avoir après des prises de position, des opinions à côté. Ça, je dis pas, mais en tout cas, son métier, l'adapter. Tous ceux qui sont un peu victimes des IA, faut composer avec. Faut pas se battre contre. On est d'accord là-dessus. Passons au sujet suivant. Sujet suivant. Tu as déjà une question sous la main. Je vois que tu as l'air de savoir. Non, mais j'avais noté en fait une question. Tu sais, ça faisait partie des questions parce que c'est vrai que je dirais on n'a pas le temps vraiment de préparer comme je l'aurais voulu cet épisode de podcast, mais il y a quand même quelques questions que j'avais notées qu'on peut évidemment se poser. Des questions de la dernière fois également qu'on n'avait pas traitées. Il y a des questions effectivement que des personnes nous avaient envoyées qu'on n'avait pas eu le temps de traiter. Non, mais j'avais une question en fait. Moi, j'ai déjà une idée de la réponse par rapport à ce que je dirais, on va dire, mais quelles sont, d'après toi, 3 compétences pour réussir en 2024 3 compétences, parce que justement, on parle d'IA, tu vois, donc c'est intéressant. Ça peut être une des compétences, savoir piloter une IA, par exemple. J'ai envie de parler quand même d'intelligence de situation, justement, mais ça rejoint ces trucs de dextérité. Donc, l'intelligence de situation, c'est traiter ce qui arrive devant toi, traiter un événement, traiter une information et le traiter de la bonne manière. Et je le mettrais intelligence de situation / intelligence émotionnelle aussi, parce qu'il faut aussi être capable de traiter ses propres émotions et les émotions des autres. Tu vois, je suis vraiment sur des compétences très, très, très générales. C'est très intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le sujet d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être inondé de formations, on est déjà inondé de formations sur l'intelligence artificielle, comment maîtriser les outils, etc. Donc, non seulement le contenu, déjà, est produit en grande partie par de l'intelligence artificielle ou aidé par, et on a eu la formation sur le dropshipping, la formation, tiens, mettez-vous à jour sur le RGPD, on vous fait une formation. On a eu une formation sur les cryptos, on a des formations sur les NFT, des formations sur tout et n'importe quoi. Là, cette année, c'est depuis déjà quelques mois, je dirais, c'était déjà l'année passée en réalité. C'était les formations sur l'intelligence artificielle, comment s'en servir, etc. Je pense que la connexion émotionnelle, c'est en fait ce qui va faire la différence. Tu vois, c'est-à-dire que si tu arrives à te connecter avec tes équipes, tes clients, si tu comprends ce qu'ils veulent, là, je parle de e-commerce. Mais c'est pareil, si tu fais du service. Si tu comprends ce qu'ils veulent, si tu as cette connexion émotionnelle, si tu traites le sujet au niveau émotionnel, tu as une valeur ajoutée indéniable. C'est ça. Et tu vois, typiquement, j'aurais pu te dire media buying, création de contenu et développeur web. Tu vois, j'aurais pu te dire, ça, c'est des compétences factuelles qui sont indispensables dans beaucoup de business, quand tu veux te lancer tes projets, etc. Mais du coup, pour parler de choses qui vont plutôt parler à tout le monde, pas qu'à quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, en e-commerce, je reste sur ma position sur ces trucs un peu généraux, parce qu'effectivement, du media buying, ça évolue. Plus ça va, plus les algorithmes ils sont auto-performants, je vais avoir envie de dire. Sur Facebook Ads, déjà, tu as plus grosses affaires, en fait, au final. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois comprendre. Tu as un esprit d'analyse, en fait. C'est plus ça, en fait, aujourd'hui, c'est analyser ce qui va pas, et comment gérer la suite. Mais en fait, le media buyer, celui qui fait que du paramétrage, il a 20% des résultats dépendent de lui, mais 80% vont dépendre des créatifs publicitaires, donc finalement de la personne qui va créer le contenu, de la marque qui va créer le contenu. Donc bon, tout ça pour dire que si on prend plus général, du coup, je dirais effectivement, dextérité, intelligence de situation, intelligence émotionnelle et peut-être la capacité à prendre soin du coup de sa... C'est bateau, prendre soin de sa santé. Mais en fait, c'est avoir un état d'esprit très ouvert et être en capacité de se remettre en question et d'avancer, de prendre soin de sa santé, etc. Parce que c'est finalement ce qui va être le plus, game changer dans ta manière de prendre les décisions, dans ta manière d'appréhender tout ça. Et donc, bon, aucune décision dans l'exécution, aucune compétence, dans l'exécution, parce que finalement, tout ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, est tout un tas de contenu. C'est très, 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 très accessible. Donc, quand tu as besoin de savoir monter des vidéos, tu vas
prendre une formation pour monter des vidéos, gratuites ou payantes selon la vitesse à laquelle tu vas avancer. Et donc, en fait, tu peux pas mettre quelles sont les compétences en 2024 pour être performant dans le business, etc. Je peux pas te dire faire du montage vidéo. Factuellement, dans plein de business, oui, ça peut t'aider. Mais toutes les compétences, maintenant, sont disponibles. Il faut d'aller les chercher, quoi. Après, il faut avoir justement l'énergie, l'envie, comprendre pourquoi c'est important. Et donc, c'est pour ça que moi, tout ce que je t'ai dit avant, ça rentre un peu dans cet esprit-là. Tu dois être capable de dire, OK, dans mon business, là, ce qui penche, c'est ça. Et ce truc-là, mettons, c'est le montage vidéo. Je sais où aller le chercher. Parce qu'il y a des formations qui sont disponibles, etc. Et donc, il faut être au clair dans sa tête, être au clair dans l'analyse de la situation globale et tout, et comprendre quels sont les enjeux, quels sont les nouveaux acteurs. Donc, les nouveaux acteurs, c'est les nouveaux besoins des entreprises et les nouveaux outils à disposition, finalement. Et tu dis, bon, OK, le monde a évolué. Donc, typiquement, je vois les agences qui font du montage de shorts. Forcément, elles doivent prendre des décisions par rapport aux des nouveaux acteurs. On a des outils qui nous permettent maintenant de monter les shorts super vite. Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce qu'on a encore un marché qui est prometteur? Comment est-ce qu'on fait évoluer notre service pour qu'on ne soit pas has-been demain, quoi? Je ne sais pas si has-been, on a encore le droit de le dire. Je crois que c'est un mot qui date de 2010. Ouais, c'est has-been, c'est has-been. Ouais. Non, mais là-dessus, c'est vrai que j'ai vu tourner des outils assez récents qui te découpent en fait une séquence longue, par exemple une vidéo comme on pourrait le faire maintenant, en short, de manière automatique. Alors, c'est pareil, c'est toujours pareil. Est-ce que je pense aussi que le monteur n'est pas un technicien. C'est-à-dire que tu peux faire dire tout et n'importe quoi au montage. J'ai vu d'ailleurs une vidéo là, hier, pas plus tard qu'hier, qui était intéressante. Vraiment, je fais une petite parenthèse. Sur en fait un prof, je crois que c'est en Belgique, je ne suis pas certain, un prof qui voulait montrer en fait la puissance de la manipulation des images à ses élèves, un prof de fac. Il avait en fait concocté sur base en fait de témoignages, donc il avait pris des petits bouts de témoignages des astronautes qui se sont posés de la mission Apollo, qui se sont posés sur la Lune, et en fait il avait fait en sorte, mais vraiment par le montage, en prenant des bouts de discussion des astronautes, des responsables de la mission, d'observateurs, etc., en prenant des petits bouts pour faire un montage adéquat, pour prouver qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Alors je sais que parmi les gens qui nous regardent, j'imagine, il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Je ne vais pas commencer à rentrer dans ce débat-là, parce que bon, là on va parler complotisme, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est simplement que ce prof, en fait, a voulu effectivement faire ce montage. Donc, pour prouver aux élèves la force du montage, on fait dire ce qu'on veut. Donc, quelque part, tu vois, c'est assez intéressant pour revenir sur ce qu'on disait. D'ailleurs, ce montage tourne, qui est donc un fake, en fait. C'est un pur fake. Simplement, c'est une leçon, entre guillemets. Mais il a été réutilisé sur Internet par des vrais complotistes aux États-Unis, dans d'autres pays, etc., pour dire, voyez, effectivement, ça prouve bien qu'on n'est jamais allé sur la Lune, etc. Donc ça, c'est déjà assez marrant. Mais la chose est que donc le monteur, en fait, a un pouvoir presque supérieur, en fait, aux personnes qui sont filmées, qui vont... c'est-à-dire, nous, ce qu'on fait maintenant, tu vois, là, le monteur pourrait très bien extraire des bouts de phrases et nous faire dire ce qu'on n'a absolument pas dit, en sortant du contexte. Encore plus avec les IA. Là, on peut rajouter, tu peux commencer ta phrase, on peut modifier la fin. Exactement. Et faire bouger tes lèvres différemment. Oui, on pourrait même ajouter le visage de quelqu'un d'autre. Je pourrais très bien me transformer en Emmanuel Macron. Ça serait tout à fait possible. Donc, mais c'est toujours pareil. Voilà, on va arriver en fait à un point de sophistication où on ne saura pas distinguer le vrai du faux. Et pour ça, je pense qu'effectivement, on gagnera en valeur quand ce sera... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va arriver sur... tu sais, c'est par exemple les productions garanties françaises. C'est quoi le petit tampon Made in France, garantie, je ne sais pas quoi. C'est ça, fabriqué par un humain. Oui, c'est ça, ce sera fabriqué par un humain, garanti, etc. Je ne sais pas, est-ce qu'on va en arriver là? C'est presque ridicule. Ça serait rigolo. Mais c'est possible. C'est possible. Oui, tout à fait. Ce montage a été réalisé par un vrai humain derrière un vrai ordinateur. Voilà, et validé par la personne qui a été interrogée. On va faire le test. Nos montages sont faits par des humains. Vous pouvez du coup mettre un like et mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour valoriser le travail réalisé par des humains. Des humains, abonnez-vous, etc. Si vous ne le faites pas, sachez que du coup nous serons obligés de changer nos méthodes et donc vous entraînez le monde vers le chaos et vers le chômage. Alors par contre, pour revenir sur ce que tu disais, je vais sortir de cette discussion parce qu'on s'est un petit peu éparpillé, mais
Les 3 compétences. Hein? Les 3 compétences. Ouais, les 3 compétences. Non, mais grosso modo, sur l'émotionnel, de toute façon, ça fait partie des compétences évidentes. Et j'y pensais pas forcément, mais oui, je pense que le développement personnel, sur un sens très large, le physique, tu vois, alors c'est vrai que on va en parler de mindset, je commence à en avoir marre de ce mot. C'est pas pour rien en fait s'il est partout aussi là. Il y a des gens qui abusent, mais c'est vrai que le fait que ce soit là tout le temps, c'est parce que ça change tout en fait, effectivement. Ouais, non mais ça change tout. Non mais c'est le mot en lui-même que je commence à en avoir. Parce état d'esprit. Il est utilisé partout, à toutes les sauces, ça veut plus rien dire. C'est pour ça que je dis que c'est un mot de fils de pute, mindset. Mais n'empêche que là, ce qui se cache derrière, le développement personnel qui va t'aider en fait à évoluer, tout est lié en fait. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à comprendre. Et je pense que par exemple, on ne peut pas être un athlète de haut niveau. On ne peut pas se dire, ouais, je vais me développer, je vais faire à fond la musculation. Mon but cette année, c'est d'être vraiment, c'est de soulever 120 kilos au développé élevé. J'en sais rien. Mais tu ne peux pas faire ça si tu as une hygiène de vie pourrie au niveau alimentaire, si tu dors mal, si tu n'as pas d'argent parce que tu ne travailles pas, ou alors que, voilà, c'est très difficile. Je pense que c'est vraiment, en fait, il y a un fil conducteur dans la vie. Et ce fil conducteur fait un cercle, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, grosso modo, c'est très important, effectivement, pour réussir à développer des compétences nécessaires, en fait, pour s'adapter, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, les choses changent très vite. C'est nécessaire de travailler son corps, son esprit, sa diète, faire du sport, etc. Tout, c'est vraiment un tout. Et se cultiver, continuer à apprendre continuellement, lire. Voilà, donc surtout qu'on a effectivement, je trouve, beaucoup plus de distractions et de trucs qui peuvent un peu bousiller ta santé mentale ou ta motivation. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui vont contre ça. Oui, bien sûr. Alors, je suis pas forcément partisan non plus du sevrage de dopamine, tu vois, parce que ça aussi. Tu n'es pas dans cette équipe-là? Non, je suis pas dans cette équipe-là parce que je pense que tu peux pas tenir sur le long terme. Le corps recherche toujours la dopamine. Ouais. Alors, tu peux très bien vivre comme un moine, mais dans ces cas-là, faut vraiment vivre comme un ermite. Faut t'isoler de tout. Et dans les métiers qu'on fait, c'est quand même difficile. Il y a un entre-deux, je pense, quand même. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'être conscient. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas conscients, qui leur dopamine est trop souvent sollicitée, qu'ils ont des choses autour d'eux qui peuvent niquer un peu leur santé mentale. Et ne serait-ce qu'être conscient de se dire, effectivement, la malbouffe, plus le contenu court, plus nana, putain, ça me rend un peu con. En tout cas, au minimum, un peu flemmard, quoi. Je sais que moi, quand même, il y a quand même des fois, déjà maintenant, alors que ça fait pas longtemps quand même que tout ça est là, que devant des contenus longs, je les regarde parce que j'ai envie de les regarder parce que le sujet m'intéresse. Et je peux pas m'empêcher de le combiner avec un putain de contenu court à côté. C'est-à-dire que je sors mon téléphone et là, j'ai TikTok qui est lancé et le contenu long. Je fais, oh putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Mon attention, elle est totalement dispersée. Ils ont un bon rythme en plus, le montage est dynamique, etc. Donc le contenu long en face, c'est pas non plus un contenu lent et tout. C'est juste que c'est plus assez. Ouais, c'est plus suffisant. Et en plus, sur TikTok, c'est limite si, du coup, vu que je suis quand même plus concentré sur le contenu long, je scrolle un peu mécaniquement et je suis en mode. Juste, je tends l'oreille en mode, s'il y a un truc qui m'intéresse, d'un coup, je vais être là. Mais en fait, j'en scrolle 15 et dès que je me surprends à faire ça, je fais putain, il faut se reconcentrer un petit peu. Parce qu'en plus, du coup, l'information que tu es en train de manger sur le contenu long, tu l'imprimes mal, c'est sûr, parce que tu es en train de te connecter avec autre chose. Et ça, c'est des symptômes qui, je pense, sont. C'est de l'ordre de l'opinion, du coup, mais je pense que sur le long terme, tu peux quand même avoir beaucoup de difficultés à te concentrer, beaucoup de difficultés à enregistrer de l'information correctement. C'est évident. Non, mais évidemment, de toute façon, c'est clair que TikTok est en train de bousiller la tête de beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, sans doute. C'est difficile même de dire, je me remets un petit peu à l'époque où on était au lycée, par exemple, de dire, t'arrives en classe, aujourd'hui, à cette époque d'aujourd'hui, t'arrives en classe, justement, tu baignes dans du short continuellement, dans de l'information que tu consommes comme ça, des petits bouts. C'est quand même et ce qui est même étonnant, c'est que sur TikTok, sur YouTube encore, tu vas sur YouTube, tu cherches quelque chose où tu vas t'intéresser et dire, tiens, ça c'est intéressant. Ouais. Sur TikTok, tu ne sais même pas pourquoi tu y es. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Tu vas t'arrêter peut-être sur un truc qui t'intéresse, mais quand tu y vas, tu ne sais pas pourquoi tu y vas, en fait. Exactement. C'est simplement, tu dis, s'il y a un truc qui m'intéresse, peut-être que je m'arrêterai dessus. Mais tu sais même pas. Tu consommes des trucs. Alors, c'est une démarche. Hein. Tu peux dire, oui, mais bon, justement, je cherche à m'arrêter sur des choses auxquelles je ne pensais même pas m'intéresser. Ça peut être une démarche, mais n'empêche qu'effectivement, ça habitue notre cerveau
vraiment une habitude d'ultra-consommation. Il y a un truc qui est super grave en plus, c'est que comme tu dis, tu choisis pas le contenu que tu as. Donc si tu n'es pas conscient que tu peux éduquer ton algorithme TikTok pour faire en sorte effectivement d'avoir du contenu pertinent, tu peux t'auto-laver le cerveau. Moi, je sais que des fois, mettons, il y a une thématique qui t'intéresse et donc tu commences à avoir un contenu sur TikTok, tu le regardes jusqu'au bout, du coup après tu n'as que ce contenu-là et d'un coup tu as l'impression que tout un pays pense comme toi, tu vois, tu peux voir, moi je sais que je vois beaucoup donc au niveau des opinions politiques par exemple, les gens qui sont très à droite, les gens qui sont très à gauche, tu vas sur leur fil TikTok, ils ont que des choses qui les engrainent dans leur façon de penser. Ça, je vais donner un exemple, mais si mettons du coup tu es très sensible au sujet par exemple des violences policières et donc tu te dis bah non, ça tu es très très en opposition par rapport à ça, et ben sur ton TikTok tu as que des choses qui vont t'engrainer là-dedans. A contrario, si tu dis non mais la violence policière ça n'existe pas et tout, sur ton TikTok tu as que des choses qui vont t'engrainer là-dedans. Et en fait on est sur un truc qui te fait monter dans l'extrême, peu importe ce que tu penses. Là je parle de politique, mais ça peut être une croyance. Si tu te dis par exemple, moi dans mon algo c'est ça, si tu te dis déjà bon, le milieu de l'entrepreneuriat c'est le bon choix, etc., c'est la vie que je veux mener, etc., j'ai pas beaucoup de trucs contraires dans mon algorithme. Tout ce que je vois, c'est de l'entrepreneuriat. Tout ce que je vois, c'est il faut faire ça pour réussir. Tout ce que je vois, c'est ça. Et il n'y a pas, j'ai pas à un moment donné un contenu de quelqu'un qui va dire, vous savez que vous pouvez être beaucoup plus heureux en prenant le chemin traditionnel. Et pourtant, il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui créent du contenu autour de ça. Tu as des gens qui vont t'inviter. Ils ne seront jamais proposés. Et en fait, du coup, ça renferme quand même beaucoup les gens dans une façon de penser hyper ciblée. Et en fait, dès que tu as une idée, et ben ton algorithme finalement il va savoir que tu as une idée, elle est en train de pousser et tu fais un énorme bras. Je trouve que c'est aussi pour ça que tu as des gens qui vont peut-être de plus en plus être jusqu'au boutiste dans leurs idées. On peut dire que l'algorithme aussi est un fils de pute. L'algorithme aussi est un fils de pute. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Par exemple, il suffit que j'aille sur YouTube tiens, je vais m'arrêter sur une vidéo de petit chat. Tu vois, je m'intéresse pas. Ça te ressemble bien, ça. Ouais, mais non, mais je m'intéresse pas au petit chat, mais je vais m'arrêter 2 secondes. Tiens, c'est marrant sur TikTok plutôt d'ailleurs. C'est plutôt sur TikTok le petit chat. Le petit chat, tiens, c'est marrant, le petit chat fait une cabriole. Bah, ça me fait rire quand même, tu vois. Je suis pas intéressé par le petit chat. Et on va me balancer des putains de petits chats à la chaîne. Et puis après, on va te tester sur les chiens aussi. On dirait, est-ce que t'aimes les chiens ? Les chiens, il aime pas, il réagit pas pareil. Et ça, c'est insupportable. Et c'est vrai que ça me fait penser, j'ai répondu sur Twitter. Faut plus que j'aille sur Twitter. C'est pas bon pour ma santé mentale. Twitter, c'est pareil, j'ai l'impression que Twitter, en fait, fait exprès de te présenter des sujets. Et là, c'est un petit peu différent. On va te présenter sur Twitter des sujets où t'es pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Pour que tu réagisses. Et ça, c'est marrant, c'est que tu penses d'une certaine façon, on va te présenter des gens qui pensent tout à fait différemment et qui vont t'énerver. À chaque fois que je vais sur Twitter, je m'énerve. Ouais. Je me dis, mais il ne faut plus que j'y aille. Je me fais du mal. Est-ce qu'il y a de l'information sur Twitter ? Oui, mais je peux la trouver ailleurs. Et c'est toujours des débats stériles et des gens qui s'aboient à la gueule. Et donc, j'ai répondu d'ailleurs à une connasse qui disait simplement, alors c'est vraiment le truc qui sort de nulle part, tu vois, elle dit tout le monde déteste J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, suite à ce scandale où elle a déclaré que les femmes étaient des femmes. C'est totalement dingue. Donc déjà le sujet m'agace sensiblement, tu vois. Et donc non, en fait, et je lui ai répondu non, c'est pas que tout le monde déteste J.K. Rowling, c'est que tout ce que tu consommes, tout ce que tu vois et les gens que tu fréquentes détestent J.K. Rowling parce que tu es dans... Alors, elle avait un petit drapeau LGBT, etc. J'ai rien contre ça, mais vraiment, foutez-moi la paix, quoi, avec ça, tu vois. Bon, simplement... donc voilà, je me suis dit simplement... Et c'est vrai, ceci dit. Donc, elle est persuadée, en fait, qu'il y a une sorte de vision comme ça, globale, où les gens sont tous d'accord. On est tous d'accord avec cette idée, etc., sur la transidentité et sur le fait que le genre n'existe pas, et nanana. Sauf que c'est faux. La plupart des gens aiment beaucoup J.K. Rowling. La plupart des enfants n'en ont absolument rien à taper. Ma fille adore Harry Potter. Elle n'a rien à taper, elle a 9 ans de ça. Enfin, arrêtez votre délire. Mais n'empêche que le problème de ça, en fait, c'est que ça va vachement cloisonner et communautariser encore les gens. Même dans ce qu'ils regardent, même dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils vont lire, dans ce qu'ils vont consommer. Ça crée une croyance ça crée une croyance sur le fait que tout le monde pense comme moi. C'est ça. T'as pas l'impression qu'il y a un autre son de cloche. En fait, ça retire la nuance. J'ai d'ailleurs discuté de ça avec un client pas plus tard qu'il y a une semaine. Quelqu'un qui me dit mais tu sais Romain, le e-commerce, c'est vrai que il a connu un échec là sur une de ses dernières boutiques. Il dit de toute façon. Maintenant, tout le monde fait du e-commerce, tout le monde fait du dropshipping, est-ce que j'ai encore pas la place ? Et je lui ai dit non,
Tout le monde ne fait pas de dropshipping. Bien sûr. La plupart des gens ne font pas de dropshipping. 99,9% des gens ne font pas de dropshipping, ne font pas de e-commerce. Simplement, j'imagine que tu consommes des contenus, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu veux t'améliorer, c'est bien. Tu consommes, et donc l'algorithme te ramène toujours à parler de dropshipping, à t'amener vers des vidéos de nouvelles personnes, de nouveaux formateurs, etc. etc. Et c'est vrai partout, en fait. Si demain je fais du surf, je m'intéresse au surf, je verrai que des vidéos de surf. Fait du putain alors, de surf. tout le monde fait du surf, c'est vraiment un sport très à la mode. Tu vois, alors qu'en fait, on s'en fout. Quoi. Mais ça, moi, j'essaye de faire attention à ça, justement. Il y a un truc qui dit, tu sais, il faut se connecter avec 5 personnes qui ont les résultats que tu cherches à obtenir. Ouais, tu es l'image de 5 personnes. Ouais. Autant je suis sûr que c'est vrai, parce qu'en fait, c'est le même procédé que ce qu'on vient de dire là. C'est qu'en fait, ça s'engraine. Les gens s'engrainent entre eux et s'entraînent du coup dans la même direction. Donc, je suis sûr qu'effectivement, côtoyer 5 personnes qui sont entrepreneurs, par exemple, ça te rend meilleur en tant qu'entrepreneur. Par contre, ça a cet effet pervers aussi de déconnexion avec le reste du monde. Je trouve que c'est super important d'avoir quand même dans ses contacts, dans ses amis, dans les gens qu'on fréquente, des gens aussi qui sont dans d'autres sphères et qui en fait t'abordent des sujets ou des thématiques ou même le regard que tu portes sur des choses sont totalement différents. Et c'est sain. C'est sain parce que ça te remet aussi à ta place. En mode, ok, en fait, moi je vois les choses comme ça et c'est pas la seule vision. Elle n'est pas fausse, elle n'est pas mauvaise, enfin, c'est pas la question. Mais c'est ok, il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui s'épanouissent là-dedans. Et c'est super important, je trouve, d'avoir un petit peu cette diversité. Autant, je suis 100% d'accord, il faut forcément des gens qui nous ressemblent pour avoir des sujets et des échanges autour des thématiques qui sont importantes pour nous. Autant, il faut absolument, je pense, rester connecté au reste du monde. Puisqu'en plus, c'est très complexant de vivre uniquement, notamment dans l'entrepreneuriat, où tu peux jamais être le premier. Si tu fréquentes que des gens dans ce milieu-là, tu es constamment en train de te bagarrer pour performer. Et si on dit que la quête ultime de tout le monde, c'est le bonheur, je suis pas sûr que ça soit la bonne recette du coup d'être constamment en compétition. Si la quête ultime, c'est le pognon, oui, ça marche. Ouais, mais voilà, si on dit que quand même le truc de base, c'est le bonheur et qu'après chacun a son chemin autour de ça, il faut de la diversité dans ses relations. Je pense que c'est important. C'est vrai que c'est ce que disait d'ailleurs Antoine BM dans l'une de ses vidéos que j'avais bien aimé, qui allait un peu à contre-courant de ce que peuvent dire beaucoup de gens. C'est-à-dire, tu sais, on dit toujours oui, éloigne-toi des gens, justement. Si tu deviens entrepreneur, alors souvent ça se fait d'ailleurs un peu, je ne vais pas dire que ça se fait du jour au lendemain, c'est un cheminement, mais n'empêche que c'est vrai que ça tranche en général avec la vie qu'on peut avoir avant, sauf si on est entrepreneur très jeune comme toi tu l'étais. Mais moi j'ai eu aussi une période salariée, j'ai eu une période où je baignais pas là-dedans en fait. Donc, et Antoine BM disait, en fait, il y a beaucoup de formateurs, beaucoup de gens dans le milieu du business en ligne, de l'entrepreneuriat, qui disent, oui, alors il faut vous éloigner des gens qui ne sont pas entrepreneurs, sinon vous n'allez jamais réussir, il faut vous recentrer sur des gens qui font la même chose que vous pour avoir des résultats, etc. Oui, d'accord. Non, je pense qu'en fait, il y a deux choses. S'éloigner des personnes toxiques. Tu peux avoir des gens dans ton entourage qui te descendent en permanence parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais et ils ne sont pas contents, ils ne sont pas en accord avec ça, ils disent que oui, alors ça peut être très franco-français, hein. Tu fais ça pour l'argent, etc., c'est un tabou, toujours pareil, tu vas exploiter des gens, les gens ne comprennent pas effectivement qu'un entrepreneur crée de la richesse, ne va pas voler de l'argent aux pauvres autres citoyens français. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir des amitiés depuis l'enfance avec des personnes qui sont... je sais pas, qui travaillent, qui sont cuisiniers, qui sont soudeurs, on s'en tape quelque part. Et je pense qu'au contraire, c'est sain, des fois aussi, nous, quand on est dans l'entrepreneuriat, on pense à ça tout le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? On pense à ça continuellement. C'est une obsession. Dans le lit, dans la douche. Là, j'étais dans le train ce matin, je pensais à plein de trucs, je notais des trucs. Jamais, en fait, c'est très, très rare qu'on mette son cerveau en pause. Même dans le contenu qu'on consomme, ça ne m'intéresse plus aujourd'hui de lire des livres de fiction. C'est malheureux, j'adorais ça avant. Ça ne m'intéresse plus. Je lis des livres de business, de développement personnel. Quelque chose là, Romain. C'est pareil dans les séries, tu vois. Les séries, je regardais. Je regarde encore des séries, tu vois. Je ne veux pas faire une déconnexion totale de Netflix comme on pourrait me le recommander pour être focus continuellement. Ouais. Non, j'aime bien des fois prendre un temps pour moi, mais je suis toujours dans la recherche de contenu, de films, de séries en rapport direct ou indirect avec le business. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage, tu vois, quelque part. Et le fait, parfois, de pouvoir passer une soirée avec deux amis d'enfance qui font des choses totalement différentes,
Je pense à quelqu'un que tu connais comme Jim, l'artiste Squawk, artiste de Lillois et international d'ailleurs. Voilà, lui, il va me parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec ça. Je vais passer une super soirée. On va se marrer. On va pas du tout parler de boulot, de ce que je fais de mon côté, et ça fait un bien fou. Donc je pense que non, c'est important d'avoir des racines, d'avoir des attaches avec des gens qui ne sont pas de ce milieu, sinon on finit par péter totalement les plombs. Ouais. Au bout d'un moment, il faut une petite soupape comme ça. Et c'est important aussi que quelqu'un qui ne soit pas du milieu puisse te dire les choses, si c'est pas toxique. Ouais, Fois, tu vois. ouais, tout à fait. Quelqu'un qui dit ouais, tu sais, j'ai vu ta vidéo la fois passée, j'ai pas compris en fait le sujet. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oui, il y a des choses qui peuvent être effectivement pas comprises parce que nous, on s'adresse toujours à des gens. Ça nous paraît évident. Les gens qui nous regardent vont comprendre ce qu'on dit parce qu'on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'e-commerce, on parle de chiffres, on parle de référencement, de SEO, d'intelligence artificielle. Mais Bien sûr. quelqu'un qui est boulanger, par exemple, mais je veux dire, c'est un autre monde. Et c'est sain aussi d'avoir des amis et des proches comme ça qui font quelque chose de très très différent. Bah écoute, on est bien d'accord. Voilà, on va passer à un autre sujet. On va se présenter là-dessus. En parlant de développement personnel, tiens, c'est une question que je voulais te poser la dernière fois, on n'a pas eu le temps. Tu pratiques, toi, les douches froides ou pas? Parce que c'est vrai que c'est tellement... J'ai encore écouté un podcast ce matin et là aussi je me dis, mais j'ai un petit peu un complexe d'entrepreneur. Je me dis, mais en fait, moi, tu prends des douches chaudes. Ouais, Quelle honte. Quelle honte. J'ai insisté là-dessus, j'ai envie d'avoir dans l'intro. Quelle honte, Romain. Quelle honte. Non, j'ai pas de... J'entends bien que c'est devenu presque un rituel indispensable, obligatoire, indispensable. Non, mais j'imagine qu'il va y avoir des bienfaits, mais honnêtement, j'ai essayé. J'assure, j'ai essayé, mais alors, j'ai pas eu de clarté mentale, j'ai eu un début d'AVC. J'ai pas eu, tu vois. Si tu ne prends pas de douche froide, tu peux pas réussir dans le business. Ouais, c'est ce qu'on dit. Je pratique pas, mais du coup, T'as essayé quand même. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que dans ma quête actuellement de me refaire un corps d'Apollon, j'essaie du coup de trouver du temps et d'accorder du temps à la salle, etc. et à revoir un petit peu l'alimentation. Tout ça est important. Je le précise, tout ça est important. Donc, je le fais. Et je me suis dit, bon, la douche froide, ça a plein de vertus, etc. Donc, si jamais je ne fais pas... Si jamais je ne fais pas une séance de sport avant d'aller me doucher, elle est froide. Point. Tu te punis, tu Je me punis. C'est un peu con quand même, non? C'est-à-dire que du coup, j'ai forcément un truc sain. Là, j'ai une victoire. Soit j'ai fait mon sport et je me félicite, j'ai ma douche chaude, tout va bien. Soit je veux pas faire du sport parce que j'ai la flemme. Bah, auquel cas, je prends du bienfait ailleurs. Je fais la douche froide. La douche froide, du coup, pour toutes les vertus que ça peut avoir. Donc, j'adore les douches chaudes. Donc, je fais du sport tous les jours maintenant. Si ça peut te motiver. Le résultat c'est un est élément là. de motivation, c'est bien. Mais moi, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Effectivement, j'avais quand même essayé, fut un temps. J'ai juste pas réussi à le tenir, faut dire les choses, j'ai pas réussi à le tenir, c'est super difficile en fait, je trouve. Tu voyais une vraie évolution, parce que on parle, autant moi par exemple, ça fait un petit moment là que j'ai arrêté totalement l'alcool, tu vois. Je dis pas j'en prendrai plus, c'est pareil, j'ai pas une quête comme ça de vertu, mais simplement je me dis non, mais je vais un peu ralentir parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, je viens du Nord, je viens de Lille, donc on est des amateurs de bière, on est alcooliques de père en fils. T'as coupé une tradition, j'ai presque envie de dire. C'est une tradition, c'est un mode de vie, tu vois. Et non, et c'est vrai que donc ça fait quelques semaines que je ne bois plus du tout d'alcool. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que l'alcool c'est vraiment la seule drogue où les gens pensent que tu as un problème quand tu la prends pas, tu vois. C'est quand même alors tu vois une différence en fait, j'imagine. Ouais, je vois une différence, voilà, pour venir sur encore une fois un terme de fils de pute, de clarté mentale. Non, mais c'est vrai, oui, la clarté mentale, elle est là, clairement. En fait, c'est assez insidieux l'alcool, c'est-à-dire que si tu prends un verre de temps en temps, ça va, mais si tu commences à t'en faire un peu une routine, un petit apéro le soir, tiens, demain on sort avec les potes, on va se mettre 2-3 pintes dans la gueule, et puis ce dimanche on a un repas de famille, mon père va sortir une bonne bouteille, et puis en apéro j'aurai un bon whisky, puis je vais prendre un digestif. Mais en fait c'est vrai que t'as toujours une sorte, t'es un peu dans une sorte de, t'es pas bourré en fait, mais t'es toujours dans un état relativement cotonneux, et qui dure plusieurs jours après la prise d'alcool. Je suis pas quelqu'un qui boit tous les jours, dans tous les cas. Mais je vais boire 2-3 fois par semaine, c'est suffisant pour maintenir un effet cotonneux. Ouais, bien sûr. Et même ça joue sur le sommeil, ça joue en fait sur tout un tas de choses, mais avec un contre-coup en fait. Tu vois. Ça te bousille et tu vois pas beaucoup
En fait, tu remarques pas que ça te bousille. C'est ça, c'est très lent. Tu le vois pas, en fait. Et c'est vrai que si jamais tu as donc l'alcoolisme mondain, je qu'on appelle ça, quand on boit un peu tout le temps régulièrement. Pas ivre, mais tu bois tout le temps régulièrement. Et ben en fait, l'impact que ça a sur le long terme, sur une année, ça te bousille un peu l'esprit. Hein. Je veux pas les détails, mais j'ai vu des podcasts qui parlaient de ça, qui parlaient du ravage de l'alcool. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que tu te rends compte que ça comme tu l'as dit, c'est insidieux, cette bousille, mais tu vois pas. Tu te rends pas compte. Puis en plus, il y a des trucs un peu pervers. A priori, tu bois des coups avec des gens, souvent les mêmes. C'est un peu des rendez-vous. Et en fait, si tout le monde devient un con en même temps, personne pour le dire à l'autre. C'est un mode, attends, personne va te dire, il faut que tu fasses attention. Parce qu'en fait, les gens qui pourraient te dire, il faut que tu fasses attention, c'est des gens avec qui tu bois des coups. Donc, puis même au contraire, tu passes. Et là, c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire, moi, c'est pareil dans mes amis. J'ai des gens aussi qui ont le levé de coude facile, on va dire. Alors c'est pareil, c'est pas des gens qui sont ivres en soi, mais qui est un alcool. Enfin, c'est un alcool festif, c'est un alcool de social, tu vois, de rendez-vous. Bien sûr. On va boire un verre, on va manger au resto, même des repas de famille, c'est délicat. Tu vas dire non, je ne bois pas. Tu passes pour l'emmerdeur, tu vois. Tu passes pour le connard. Putain, j'ai acheté une super bouteille de whisky. Je pensais que je te faire plaisir. Et tu arrives là, tu dis non, je veux prendre un Perrier. Perrier Rondelle, c'est pas possible. Puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a le truc un peu au niveau de l'image des entrepreneurs. On va te faire une remarque par rapport à ça. On va dire, ah oui, c'est pour ton mindset, c'est ça. C'est le développement personnel, tout ça. Oui, je connais. Mais n'empêche, c'est vrai que je pense que c'est intéressant de boire, par exemple, de se réserver des plages. C'est-à-dire, par exemple, tu pars en vacances. Fais-toi plaisir, c'est comme sur la bouffe, tu vois. Fais-toi plaisir. De toute façon, tu vas essayer de compenser, tu vas faire des activités, tu vas faire un peu de sport, tu vas nager si tu es à la mer. Donc, fais-toi plaisir un peu sur la bouffe. Prends-toi quand même des parenthèses, sinon la vie est chiante à mourir. À quoi bon avoir beaucoup de succès ou beaucoup de pognon si c'est pour ne profiter jamais, Mais il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il faut aussi boire un peu de temps en temps pour être en capacité de le tenir. Dans le monde des affaires, tu as tout profil d'entrepreneurs, et tu as des entrepreneurs qui sont du coup successful et qui pourtant sont un peu... ils aiment bien la bouteille, quoi. Et ces gens-là, mettons en tout cas au début, quand tu dois faire un peu de réseau, quand tu dois connecter avec des gens, moi je me rappelle avoir connecté avec des gens où c'était important de connecter avec eux, et du coup quand je les voyais, c'était dans des contextes où c'était l'apéro, quoi. Et c'était important pour moi de connecter avec eux. Il y avait quelques enjeux business et tout. Et je me suis dit, pendant que j'étais en train de descendre mes verres et que j'étais au 3e, je me suis dit, putain, mais heureusement que je me suis cuité la gueule plus d'une fois. Parce que là, pour maîtriser mes enjeux, tout en ayant 3 verres dans le pif, si j'avais pas un petit peu de background pour gérer ça, ça aurait été un enfer. Tu te retrouves totalement ivre au bout de 3 verres, à dire des conneries, à donner tes cartes, dévoiler ton jeu, etc. Alors que tu as des enjeux par rapport aux personnes avec qui tu communiques. Je me suis presque fait du coup un petit mantra comme ça où je me dis, non mais... dans ce milieu-là, il faut que tu tiennes l'alcool. Donc, entraîne-toi de temps en temps. C'est un petit peu particulier. Comme tous les prétextes sont bons pour avoir une excuse. Mais c'est de l'ordre de l'anecdote, mais ça s'est vraiment produit. Je me suis posé la question, je me suis dit, putain, là, en vrai, si je buvais jamais d'alcool, j'aurais été sans doute ivre. Et j'ai closé le truc que je voulais closer ce soir-là. Et je l'aurais peut-être pas closé si j'avais été commencé en train de rouler sous la table après 3 verres. Bon, ne buvez pas d'alcool, hein, c'est pas une invitation pour le faire. Non, mais c'est vrai qu'au milieu des affaires, c'est déjà difficile de pas boire. Tu vois, par exemple, là, je vais en Chine dans une semaine. Donc, on va encore avoir ces repas. Oh mon Dieu, j'ai peur d'avance. Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la Chine, qui sont déjà allés faire du business, effectivement, ça se finit toujours par des repas. Donc, sur ces grandes tables rondes avec le plateau tournant, bon, vous avez déjà vu, vous avez déjà expérimenté. Mais avec des mets, on va dire, raffinés, mais ça me plaît pas. Alors moi, j'adore la bouffe asiatique, mais franchement, la bouffe chinoise, je l'avais déjà expliqué, j'ai un peu de mal. Des tripes de poisson à la sauce au sang de bœuf, des pâtes de canard, des langues de canard, du tofu fermenté, enfin des plats un petit peu, voilà. Bon, déjà les plats au niveau bouffe, c'est pas terrible. Et en plus, un petit peu obligé de manger quand même, parce que c'est souvent des restaurants chics, hein. Je préférerais aller manger un bol de nouilles en bas, si tu veux, mais non, c'est pas possible. Et donc, l'alcool, oui, tu peux pas... En plus, ils vont en général sortir pour te faire plaisir en tant que Français, des bonnes bouteilles de vin qui coûtent la peau du cul en Chine, donc tu peux pas ne pas boire, tu vois. Et je sais très bien que là, je vais aller en Chine, je vais devoir boire de l'alcool, je vais devoir interrompre pendant une petite dizaine de jours, justement, ce serment que je me suis fait à moi-même de ne pas boire d'alcool pendant un moment. Donc là, effectivement, au niveau social, tu es un peu obligé.
Il y a plein de contextes comme ça où effectivement c'est pas évident de... Ou alors il faut prétexter la maladie. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit. Alors, j'y ai pensé. Vous savez, non, j'ai un problème de foie, je ne peux plus boire. Mais bon, c'est toujours un peu quand même. C'est pas évident. Ah, c'est pas évident sûr, de pas c'est boire, sûr, surtout en France, au niveau social, c'est pas évident. Puis accessoirement, je veux pas te faire replonger, mais c'est génial. De quoi, de boire? Il faut aussi le dire, c'est difficile parce que c'est super bien comme activité. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est plus de ton âge, allez, dis-le. Tu n'es plus un vrai Lillois là avec ce que tu es en train de nous dire là. Oui, c'est pas si bien. C'est génial, Romain. Non, je trouve pas ça. Non, je suis pas d'accord. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça si génial que ça. J'ai trouvé ça génial, ouais, pendant un temps quand j'étais jeune. On se mettait des mines avec les potes, c'est génial, on faisait des soirées. Aujourd'hui, presque, je me dis, je vais aller en terrasse dans un bar. C'est difficile de dire, même simplement, le réflexe, c'est de dire, je prends une 50 de bière, tu vois. Ouais. C'est presque normal, tout le monde le fait, quelque part, tu vois. Donc, moi, l'habitude. Ça, j'adore, tu vois. Et, non, mais alors, j'aime la bière, j'aime le goût de la bière. Mais honnêtement, si je prends un Oasis, ça va, quoi, tu vois. Je ne recherche plus non plus l'effet de l'alcool, tu vois. C'est plus quelque chose qui m'attire. C'est comme quand j'étais jeune, j'ai pu fumer autre chose que des cigarettes, tu vois. Sur les plateformes, on appelle ça des sandwichs. Des sandwichs. J'ai pu manger du sandwich à foison lors de soirées, etc. Et je recherchais un effet, etc. Aujourd'hui, déjà, ça me rend malade, première chose. Et ça m'attire plus, tu vois. Je préfère effectivement cette sensation que j'ai là maintenant de clarté mentale. Non mais vraiment, c'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai bien dormi, je me lève, j'ai pas la tête dans le cul, tu vois. Ouais. Je vais aller marcher, je vais faire une activité, je vais lire, par exemple. Le matin, j'aime bien lire aussi. Je vais faire des choses comme ça avec vraiment un niveau à 100%, si tu veux, d'attention, tu vois, de concentration. Donc non, j'aime cet état que j'ai aujourd'hui, où je ne bois plus, où je ne prends plus de substances qui vont altérer mon jugement, qui vont altérer ma concentration, etc. Je comprends parfaitement. Et c'est presque devenu un plaisir d'être sain, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis. En fait, tu te complais dans le truc là. Enfin, ça devient une fierté et c'est satisfaisant de se sentir... une fierté pour moi-même, en fait, en soi, tu vois. C'est quoi ton opinion sur l'écologie et surtout, c'est quoi ton regard là-dessus? Comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que c'est ou pas instrumentalisé? Qu'est-ce qui va en découler? J'ai un regard assez pessimiste. Déjà, je pense pas que l'écologie, c'est un scam en soi. Les écologistes, c'est un scam, oui, ça c'est clair. Les écologistes, tels qu'ils sont représentés aujourd'hui, sont déjà issus de mouvements d'extrême gauche. C'est-à-dire ça, c'est un petit peu dommage. C'est l'extrême gauche qui a pris ce mouvement. Mais on est affaire à des gens qui instrumentalisent en fait une idée de l'écologie punitive, de décroissance. Je crois pas à la décroissance. Je pense pas que demain les gens vont se dire non mais je vais me passer des appareils électriques, je vais plus prendre l'avion, etc. Alors oui, on parle déjà de quotas. Tu pourras pas prendre l'avion plus que je crois 5 fois dans ta vie. Enfin, c'est des trucs qui sont totalement délirants, qui vont à l'encontre de la liberté de chacun. Et je pense que l'écologie peut pas être perçue comme ça, peut pas être appliquée ni envisagée de manière punitive. Sinon, personne n'y adhère. Est-ce que tu adhères au fait que des connards avec un gilet orange se mettent sur la route, se collent la main sur la route ou balancent des pots de soupe sur la Joconde, par exemple? Mais je comprends même pas en fait comment ces gens se disent on va faire bouger les choses, on va faire réagir les gens. Non, tout ce qu'on a envie, c'est de vous foutre des tartes dans la gueule, les mecs. C'est ça, comprenez bien. Je comprends même pas. Des fois, j'ai vu une vidéo la dernière fois de gens qui étaient donc arrêtés sur une route... une voie rapide, je sais plus, par 3-4 gloglos qui s'étaient collés les mains. Et t'as une dame qui pétait totalement les plombs puisqu'elle devait se rendre à l'hôpital, je sais plus, elle avait un truc urgent à faire, elle faisait une crise de nerfs. Les mecs restent impassibles. Et la police arrive et protège. Attention, on n'est pas là pour protéger le brave citoyen qui a besoin de circuler. Non, les flics arrivent pour protéger, pour pas qu'on porte atteinte. Parce que franchement... Je ne sais pas si ça t'arriverait, mais moi, je suis un petit peu sanguin. Tu vois. Je ne suis pas violent du tout. Vraiment... on t'a déjà vu exploser, Romain. On sait que tu es sanguin. Tu ne m'as jamais vu exploser. Non, c'est vrai. Non, je suis quelqu'un de très cool, très sympa. Mais par contre, je ne supporte pas l'idée qu'on m'emmerde et qu'on m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Surtout si c'est un truc aussi con que prendre ta voiture pour aller sur une route
pour te rendre au travail ou voilà, j'en sais rien, pour amener ton gamin à la crèche, ou dans le cas de cette dame pour aller à l'hôpital pour faire quelque chose apparemment avec sa mère, je sais pas bien compris l'histoire, mais elle pétait totalement les plombs, et les flics étaient non madame, calmez-vous, c'est délirant. Je trouve que là on arrive dans un, alors c'est encore une fois à l'image du pays, et je pense plus loin à de l'image de l'Occident, où on va toujours protéger en fait les emmerdeurs, les fauteurs de troubles, parce que oui, mais bon, c'est des gens qui ont un idéal, etc. Donc ça, pour moi, non, ça c'est des vrais connards. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est des vrais connards. On peut pas dire autre chose. Maintenant, l'idée de l'écologie en tant que telle, évidemment qu'on a un problème écologique à résoudre. Je pense que c'est un problème très très large. On n'applique effectivement pas les bonnes réponses. Je suis assez pessimiste quand même, parce que dans tous les cas, on pourrait prendre toutes les mesures qu'on voudrait prendre, interdire aux gens de prendre l'avion. Alors déjà, l'économie mondiale va en prendre un coup, mais ce qui n'est pas un souci pour les écologistes, qui encore une fois sont pour la décroissance, ce qui me paraît totalement impossible à mettre en place. On ne va pas se déplacer, on va pas revenir dans les années 1800, au 19e siècle, on va se déplacer à cheval, en charrette, et exploiter son petit bout de terrain et se dire on est heureux comme ça. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est notre plan B à nous deux, je te rappelle. C'est notre plan B. Mais sur une île. Nous, ce sera sur une île, au soleil. Ou la Creuse, on avait évoqué la Creuse. Ah non, toi, tu as évoqué la Creuse. Moi, j'ai rien évoqué du tout. Donc, donc, je suis assez pessimiste, puisque, bon, évidemment, c'est une variante. Nous, on fait, en France, on peut être, je pense qu'on est vraiment parmi les meilleurs élèves, en réalité, du monde dans sa globalité, mais il suffit d'aller en Chine, il suffit d'aller en Thaïlande, il suffit d'aller en Inde, mon Dieu, l'Inde. Les gens, on n'a rien à battre. Alors en Chine, par exemple, je lisais un article ce matin où alors ils ont vraiment, en fait, sur les grandes villes, en fait, près de la mer, entre guillemets, bon, ils essayent vraiment de développer une image très verte. C'est vrai que si tu vas à Ningbo, par exemple, une ville que beaucoup de gens ne connaissent pas, j'en suis sûr, où se trouvent nos entrepôts, la ville est impressionnante, c'est ultra propre, c'est des véhicules électriques partout, tu vois même pas de scooters thermiques, c'est que des scooters électriques, que des grosses bagnoles électriques, tout est électrique quasiment, c'est assez impressionnant. Donc effectivement, tu te mets dans la rue, tu dis waouh, ils sont vraiment en avance les mecs, tu vois, il n'y a pas de fumée, ça sent rien. Par contre, si tu vas au fin fond de la Chine, dans des villes très industrielles, on ouvre quasiment toutes les semaines des nouvelles usines au charbon pour faire marcher toute cette industrie. Donc il y a vraiment la vitrine et il y a vraiment ce qui se passe dans le back-office, entre guillemets, de la Chine, où là c'est assez terrible. Tu vois ce qui se passe en Allemagne aussi, où ils ont renoncé au nucléaire de manière soudaine après Fukushima au Japon. Résultat, on reçoit, nous en France, de la pollution qui nous vient directement des centrales à charbon d'Allemagne. Donc ouais, bon, enfin, c'est un sujet complexe. En fait, c'est un sujet, je ne veux pas dire que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mais comme je suis assez pessimiste sur la question, malheureusement, c'est pas un sujet que je vais prendre à bras le corps. Ce que j'espère simplement, c'est, je pense que effectivement, j'essaye à mon niveau de faire un minimum attention. Maintenant, je prends l'avion régulièrement, tu le sais. Donc, oui, on pourrait dire, oui, ton bilan carbone, etc. Voilà, j'essaye de pas trop y penser. Je fais une activité liée au e-commerce qui n'est pas non plus exempt de défauts. Mondialisée, donc tes placements de marchandises. On est sur un marché mondialisé, on est sur un commerce mondialisé. Donc, bon, voilà, je suis pas forcément le meilleur élève, donc je vais sans doute pas donner des leçons à qui que ce soit. Si ce n'est aux casseurs de couilles qui collent leurs mains sur les routes ou qui balancent de la soupe sur les œuvres d'art. Là, vraiment, non, ces gens-là méritent rien d'autre que des baffes dans la gueule, encore une fois. Je sais pas ton avis, d'ailleurs, sur l'écologie. C'est intéressant. Écoute, moi, je suis assez d'accord sur pas mal de constats que tu peux faire. Sur les constats, pareil, sur les méthodes. Je te rejoins, le côté punitif, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le côté culpabilité, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je te rejoins aussi sur le fait, par exemple, que moi aussi je suis très pessimiste. Tu vois, j'ai du mal à imaginer un monde où on a sauvé le truc et où tout va mieux. Maintenant, pareil, je te rejoins sur les méthodes du coup de certaines personnes, mais ça ne m'atteint pas parce qu'en fait, je pense que dans tous les sujets, tous les sujets sérieux et importants, tu as toujours du coup des gens dans ces communautés-là qui vont s'exprimer de manière un peu virulente. Enfin, tu vois, on a ça partout, dans toutes les communautés.
les féministes les plus engagées vont trop loin et ça dessert la cause. Ici, pareil. À l'extrême droite, ils ont les mêmes gus qui sont totalement fous, qui vont faire des mouvements qui vont aussi desserrer la cause. De près ou de loin, toutes les communautés, toutes les idées ont toujours des extrémistes ou des cons, on peut dire ça comme ça aussi. Des connards. Donc ça rentre pas, en tout cas moi de mon côté, dans la réflexion. Je pense que c'est un sujet qui est super important. Et en fait, j'ai plutôt un sentiment d'impuissance moi, par rapport à ça. Je suis conscient que, par exemple, mon activité à moi, elle va pas dans le bon sens, typiquement. Je suis pas suffisamment sensible à la cause, en tout cas pour pour changer mes actions, etc. Par contre, je suis conscient, tu vois, si par exemple j'ai une discussion avec quelqu'un qui est à fond là-dedans et qui me dit mais tu sais que ce que tu fais c'est pas bien, tu vois, sur ces enjeux-là. Oui, je sais. Ben ouais, c'est un peu ma réponse. J'en ai conscience, mais en fait, je me rappelle m'être un peu bagarré avec quelqu'un. Enfin, bagarré, c'est un grand mot, mais avoir un débat un peu musclé avec quelqu'un qui justement était salarié, dans une grande boîte. Et donc, il était très écolo, très engagé, et il m'expliquait, oui, mais toi, du coup, tu fais ci, tu fais ça, c'est pas bien. Et je lui dis, oui, mais je lui dis, mais toi, ton rôle au sein de la boîte en question, elle fait des trucs horribles aussi. Enfin, mais il se sentait pas responsable parce qu'il était un maillon de la chaîne. Et il m'en voulait d'être à l'origine. Du coup, je crée des maillons. Et je dis, mais attends, pour moi, on peut pas penser comme ça. En gros, tu fais ton truc parce que c'est ce qui te permet d'avoir ta stabilité, etc. T'es payé, donc t'es prêt à vendre ton âme pour un salaire. Je vends mon âme pour un salaire. Je lui dis ça, je dis donc oui, ce que je fais ne va pas dans le bon sens. Oui, non, mais et donc, je suis dans l'action. Je suis même allé plus loin. Je lui ai dit, tu sais, je serai plus en mesure, je pense, de mettre des actions en place. Si jamais je développe ce que je veux développer, etc., je serai plus en mesure, j'aurai plus de pouvoir, de capacité que lui à changer les choses. Honnêtement, à part avoir une opinion tranchée sur la question, bah, il faisait pas grand-chose, quoi. Si ce n'est faire la morale, du coup, à des gens comme moi. Ouais, c'est un élément de vertu, encore une fois. C'est-à-dire, voilà, moi, je pense qu'il faut faire comme ça, etc. Mais est-ce que tu appliques, espèce de fils de pute, finalement, concrètement, ce que tu veux imposer à tout le monde? En fait, je supporte pas qu'on veuille m'imposer quelque chose. Je comprends parfaitement. Surtout que les gens qui veulent s'imposer, en général, sont des gros hypocrites qui, eux-mêmes, ne font pas. Parce que s'ils allaient au bout du truc, tu vois... Et j'en connais aussi, des gens qui vont au bout du truc. Non, mais alors, cela, ok, rien à dire. Si vous allez réellement au bout du truc, si vous prenez une ferme dans la Creuse, que vous renoncez à votre portable aussi, parce que pour aller tweeter des conneries d'écolo-gauchistes, si tu veux, sur Twitter, en allant sur Twitter avec un téléphone, tu vois, enfin non, au bout d'un moment, c'est pareil, même là, on va dire oui, mais c'est pour informer, etc. Oui, d'accord, mais tu vas pas au bout du truc dans ces cas. Ouais. Non, mais il y en a qui vont au bout du truc, il y en a qui font beaucoup de sacrifices. Et je suis très, très, très admiratif quand même du move, parce que par contre, là où je suis persuadé d'un truc, c'est que c'est un sujet qui est super important. Effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas un scam. Donc, il faut, mais moi je mets la responsabilité plus du coup sur les dirigeants, quoi. Je me dis, c'est à eux de mettre des choses en place et de proposer des vraies solutions. On peut pas commencer à aller prendre n'importe quel particulier ou n'importe quel entrepreneur ou n'importe qui essaie de faire son bout de chemin, dire ouais, en fait c'est ta faute à toi. Je fais que non, c'est pas ta faute à toi. Et donc t'es pas censé payer. Là, par exemple, on parlait des punitions tout à l'heure. Les punitions, c'est des taxes. Après, tu vois, des trucs comme ça, taxes quand tu prends l'avion, taxes quand tu fais ci, taxes quand tu fais ça. Donc l'écologie va devenir un sujet de gens qui n'ont pas les moyens. Donc les gens qui sont pauvres deviennent écolos, et donc ceux qui font de l'oseille ont le droit de pas l'être. Parce qu'ils pourront payer les taxes. C'est pas... et du coup, ce constat-là, c'est pas la bonne méthode. On peut pas dire en gros, ceux qui sont pauvres, mangez plus de viande. Parce que de toute façon, ça sera trop cher pour vous. Et du coup, d'avoir à côté quand même une élite qui continue de... Donc ce schéma-là, je trouve qu'il n'est pas intéressant. Je trouve que personne ne peut adopter ce schéma-là. Personne ne va avoir envie d'adopter ce schéma-là. Dire, ah ok, d'accord, donc en fait, juste tout ce qui est polluant ou dit polluant devient plus cher. Et du coup, les gens qui n'ont pas les moyens doivent se priver. J'aime pas cette méthode-là. Et ce qui est marrant, c'est que cette méthode est souvent initiée par des gens qui veulent de la solidarité, qui veulent de l'égalité, etc. Alors qu'eux-mêmes sont en train de créer une inégalité assez crasse. Parce que je lisais d'ailleurs, c'est pareil, un tweet d'une nana qui rebondissait en fait sur une actualité qui disait voilà, le réchauffement climatique fait que cette année, il n'y a pas de neige dans les stations de ski. Alors déjà, moi j'ai 45 ans.
C'est pas la première fois qu'il n'y a pas de neige. C'est pas la première fois qu'il n'y a pas de neige. Il y a 20 ans déjà, il y a 30 ans même, quand j'étais gamin, il y avait des années où il n'y avait pas de neige. C'est comme ça, il y avait des années, c'était pas des bonnes années. J'ai déjà skié aussi en Italie, j'avais une dizaine d'années. J'étais faire 12 ans, enfin, peu importe. J'étais skié, c'était vert partout, puis ils avaient mis la neige artificielle. Il y avait une piste comme ça sur une neige mollassonne, tu vois, c'était dégueulasse. Donc oui, déjà ça, c'est pas nouveau. Est-ce que c'est la preuve que c'est le réchauffement climatique ? Je suis pas climato-sceptique, ok. En fait, je m'en bats les couilles. Non, je m'en bats les couilles de ce débat, pardon. Hein. Je ne parle pas de l'écologie en général. Je m'en bats les couilles de ce débat, mais simplement, ça a déjà existé. Et donc cette nana disait, ouais, je suis contente, au moins, ça fera chier les riches. Ils pourront pas skier. Bah, déjà, j'ai trouvé ça d'une mesquinerie. Encore une fois, bah, toi, t'arrives pas à t'élever suffisamment, entre guillemets, pour avoir l'argent pour aller skier. Donc, et tu considères que les gens qui font du ski sont tous des riches. Alors que, bon, désolé, mais non, beaucoup de gens ne sont pas forcément riches qui font du ski. Encore une fois, c'est quoi être riche, etc. Et les vrais riches en ont rien à battre. Ils vont se faire déposer en hélicoptère, en haut d'un glacier. Je veux dire, eux, ils vont faire du ski. T'inquiète pas pour eux. Donc, tu vois, c'est totalement con comme réflexion. Donc, non, mais donc ouais, en synthèse, c'est un peu ça. C'est sujet compliqué. Moi, je peux pas défendre effectivement la cause parce que voilà, je suis comme on l'a dit dans mon activité. Ouais. Voilà, j'ai des e-com qui font partir des colis de vos entrepôts en Chine pour livrer des gens en France et tout. Et certains de mes e-com n'ont pas de valeur indispensable. Tu vois, c'est du bijou, c'est des trucs comme ça. Et donc forcément. Faire décoller des avions pour livrer des bijoux en Occident, on ne peut pas dire que ce soit écolo comme démarche. D'accord, mais est-ce que, par exemple, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les dirigeants sont les premiers à nous faire la leçon sur notre attitude à nous en tant que citoyens, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit payer comme taxe pour continuer à prendre l'avion, etc., pour polluer. Par contre, je lisais encore dans les accords de libre-échange en termes de commerce international, des accords viennent signer avec le Chili, par exemple. Donc le Chili va nous envoyer tout un tas de productions. Alors il y a des produits effectivement exotiques où j'ai bien conscience qu'on ne peut pas les obtenir autrement que par transport maritime, par avion. Mais il y a tout un tas de produits qui vont venir du Chili qu'on peut tout à fait cultiver en France ou du moins en Europe. Tu vois. C'est simplement des accords de commerce international. Donc à partir du moment en fait où nous-mêmes, c'est ce qu'on fait au final. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de faire quelque chose que font les États entre eux ? Parce que ces accords existent aussi, c'est toujours pareil, c'est donnant-donnant, c'est des compromis sur le plan international, il y a des accords sur la défense, mais tiens, dans ces cas-là, tu vas acheter aussi mes invendus de production de blé, de viande, etc. C'est beaucoup plus complexe en réalité qu'on veut nous le faire prétendre, enfin qu'on veut le prétendre. Je suis d'accord, je pense que ça doit venir... Il peut pas y avoir de mouvement collectif tant qu'il y aura toujours un groupe qui s'en bat les couilles et qui est décisionnaire et qui fait des trucs qui n'ont aucun sens. Il y a personne qui va accepter, par exemple, de moins manger de viande. Enfin, je veux dire, personne. Au niveau d'une société, si jamais à côté, tu as, ne serait-ce que le pays d'à côté qui s'en fout complètement. Faut des bons exemples, faut des références, et il ne faut pas avoir le sentiment d'injustice de en fait, il n'y a que nous qui faisons des efforts, quoi. Sinon, ça ne sera jamais durable. Ce sera jamais durable ou ce sera toujours un peu une minorité. Donc, il faut que les gens les plus influents et les décisionnaires, effectivement, eux, de leur côté, prennent à bras le corps le sujet et fassent des trucs. Et qui, surtout, tu vois, si un mec fait passer une réforme dure qui va dans ce sens-là, et que la semaine d'après, il fait la une des médias parce qu'il était avec son jet privé avec 15 putes et il est en train de s'y de la coke. Et jamais d'avis. DiCaprio, par exemple, c'est un acteur que j'aime bien, Leonardo DiCaprio, mais c'est l'exemple typique. Le mec défend des causes écolo, il participe à des campagnes, etc. N'empêche que l'été, il est à Saint-Tropez sur un yacht. Ouais. Voilà, donc au bout d'un moment, c'est vrai que les gens, est-ce que c'est vraiment une source d'inspiration, tu vois? Non, quand il a vu sa vie, le prince Harry, enfin bon, on peut en citer plein, qui se développe toujours, enfin qui se déplace en jet privé pour des broutilles en général, qui mais lui aussi a un discours très écolo, très engagé, tu vois. Donc je pense que les gens en ont marre. C'est ce truc-là, ce truc-là vient parasiter tout ça. C'est qu'en tout cas, tant qu'il y a cette hypocrisie globale, je vois pas comment ça pourrait aller dans le bon sens.
Voilà. Bon, donc, en conclusion, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Oui, tout à fait. Mais en conclusion sur ce sujet, devenez riche, gagnez beaucoup d'argent. Vous ne serez pas impacté par les taxes qu'on mettra en place pour l'écologie. Tout à fait. La liberté, une grande liberté. Bon, en tout cas, c'était encore une fois un plaisir de parler avec toi. Un plaisir Et également. Puis on se dit à très bientôt. De On toute se façon, dit à comme très, vous le très savez, bientôt. on va faire beaucoup de contenu de ce genre. Alors, il y aura des discussions ouvertes comme on le fait aujourd'hui. Peut-être que ça vous intéresse. Peut-être que vous préféreriez aussi qu'on aborde des sujets plus précis sur le domaine du e-commerce ou du business, qui est aussi tout à fait envisageable. N'hésitez pas à nous partager en commentaire, notamment des sujets que vous aimeriez qu'on explore, que ce soit sur la partie fournisseur, agent de sourcing tel qu'on le pratique nous chez Incubox, ou sur la partie plus large du e-commerce, sur le media buying, sur la publicité, ce qui revient exactement même. Tout à fait. sur la technicité, on va dire, du e-commerce, puisque là, c'est plutôt Hugo qui pourra répondre sur ce point. En tout cas, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Abonnez-vous. C'était hors des clous. Il faut qu'on prenne l'habitude de dire ça. Exactement, c'est le nouveau nom de l'émission. Venez, vous mettez un pouce l'entrepreneuriat en roue libre. En roue libre. Donc mettez un pouce, faites-nous plaisir, ça serait vraiment sympa, ça nous encouragerait à continuer et à en faire de plus en plus de ce type de contenu. Merci à tous, merci Hugo, et on se dit à bientôt. À très bientôt. Bye Merci bye, ciao. Romain. Bye.